Bon, donc ça sera ma première vidéo, mon premier enregistrement. Donc ça sera ma première expérience. Je suis sûr que ça sera pas bien fait automatiquement. J'ai pas encore d'expérience dans tout ça. Donc l'objectif de cette vidéo, il y aura une suite aussi. C'est quoi? C'est de créer une série de vidéos, une série de formations pour un outil de calcul basé sur la méthode Zéman Fini. Je pense que pas mal de gens le connaissaient, c'est ce qu'on appelle, c'est le logiciel ou c'est le programme Autodesk Robot Structural Analysis. La version, je vais travailler uniquement la version 2016. Il y a une autre version 2017, il y a d'autres versions 15, 14 normales. Donc là, vous voyez très bien, c'est l'écran, c'est l'interface du logiciel. Là où nous avons sur le côté, là où nous avons sur le côté droit, donc verticalement c'est des raccourcis, c'est des commandes. En tête aussi, nous avons des raccourcis et des commandes. Et à gauche, à la base, nous avons des raccourcis et des commandes, des informations historiques et tout. Là aussi, là, c'est les repères. Et à gauche, nous avons ce qu'on appelle, donc, ces deux petites fenêtres. Elles sont réservées principalement pour l'historique du travail, c'est-à-dire s'il y a une barre à modéliser, s'il y a un appui, s'il y a une charge introduite et tout ça. Donc ça c'est à gauche, c'est l'historique. Donc là nous avons tous les raccourcis à la base à gauche et à droite et sont sur la barre de titre. Donc nous avons plusieurs outils là, commandes. Nous avons fichier, édition, affichage, structure jusqu'à outils. Donc nous, la modélisation, la méthode de travail sur le logiciel, ça ne veut pas dire qu'on va suivre cette logique. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer avec fichier et on termine avec outil, non. À chaque fois, on prend une commande d'une barre de titre. Donc c'est ça. Donc la méthode ou les étapes de modélisation sur le logiciel, j'essaie un petit peu de les organiser à ma façon. Donc la première des choses, il faut définir ce qu'on appelle préférence de la tâche. On va voir c'est quoi. La deuxième des choses, c'est de définir ce qu'on appelle les lignes de construction. Troisièmement, il faut modéliser les éléments structuraux. On va voir pourquoi on les appelle structuraux. Et par la suite, quatrième chapitre, quatrième étape plutôt, c'est la définition et l'introduction des matériaux. Après, définition et introduction des appuis. Les appuis, on verra ce que c'est appuis élastiques, rigides, comment les introduire, linéaires, surfaciques, ponctuels, ainsi de suite. Chargement, donc il y aura deux cas. Donc il y a automatiquement chargement statique, chargement dynamique. Dynamique, ça peut un séisme, ça peut un charge de pitance sur une passerelle, ça se peut un charge harmonique, ça se peut un chargement cyclique et tout ça. Donc et après on verra ce qu'on appelle les combinaisons de charge, donc c'est les pondérations de chargement. Le logiciel dispose d'un outil de vérification, c'est-à-dire s'il y a des erreurs sur le modèle développé, le logiciel dispose d'un outil de vérification et d'attirer notre attention avant de lancer le calcul. Et après, on lance le calcul. On verra aussi les résultats et les interprétations qui est une phase très très importante parce que tout ça, ça se passe à l'intérieur au niveau de notre bureau, mais le plus important c'est ce qu'on va donner à l'entreprise, ce qu'on va donner au bureau d'études, ce qu'on va donner aux gens pour réaliser ou pour faire des plans de ferraillage ou des plans de détail aux dimensions d'une structure bien déterminée. Donc ça c'est ce qu'on appelle résultat et interprétation et à la fin on verra comment établir une note de calcul à partir du logiciel, une note de calcul structurée, bien présentée et tout. Donc comme je dis là, c'est la zone de modélisation sur le logiciel. Vous avez une règle, juste pour voir un petit peu, c'est pour voir un petit peu les positions, les dimensions. Nous avons à gauche ce qu'on appelle le repère global de la structure. Donc vous avez plusieurs projections. Je peux le faire avec une petite fenêtre là pour voir la projection. Je peux le faire en 2D, 3D, une combinaison entre les deux. Je peux faire une vue 3D de la structure et aussi je peux accéder par là, vue 2D, 3D de la structure. Et je peux avoir aussi une projection sur plusieurs plans. Je peux revenir ici et faire une vue 2D qui peut être selon X, elle peut être selon Y, elle peut être selon XZ. Donc si je pars pour une vue selon XY, donc le plan qui varie, c'est le plan Z, donc c'est ce que je trouve ici là. Le plan YZ, donc c'est l'axe X qui varie, XZ, donc c'est l'axe Y qui varie. Nous avons aussi un autre accès pour voir la projection de la structure. Donc là, nous avons cette petite icône de forme maison, c'est pour voir, et c'est la vue 3D générale par défaut.
Donc moi je peux faire comme ça, je peux utiliser ça, comme je peux utiliser ça, et ça de ma part que je considère que c'est une souplesse du logiciel, c'est que vous avez pour une même commande, vous avez plusieurs points d'accès. Donc comme j'ai parlé, comme j'ai dit, c'est que la première des choses, c'est de faire ou c'est d'y aller vers la commande préférence de l'affaire. Mais avant de passer à ça, ce que je veux attirer l'attention des gens, c'est que l'utilisation de ce logiciel maintenant devient, elle est relative à chaque personne dans le sens que il y a des gens qui utilisent le logiciel juste pour une commande, comme si on prend une simple calculatrice, on rentre un chiffre et on attend un résultat. Il y a d'autres gens qui utilisent ce logiciel uniquement pour des domaines bien spécifiques. Par exemple, des gens qui travaillent sur uniquement le bâtiment, donc il va utiliser le logiciel uniquement pour le bâtiment. Celui qui travaille pour les trémés, donc il se limite pour ce logiciel uniquement au niveau du trémé. Mais réellement, non, c'est un logiciel de base et qui peut développer, qui peut modéliser, qui peut être utilisé pour pas mal de domaines, que ce soit dans les ponts, que ce soit dans les murs soutènement, que ce soit dans les fondations profondes, superficielles. Euh, il peut être utilisé pour l'étude des structures en charpente métallique, des ponts mixtes, ponts béton pré-contraint, des bâtiments R+1, R+2, mixtes, R+20 et tout ça. Et il y a d'autres gens non, qui utilisent ce logiciel, mais d'une manière un petit peu globale. D'une manière un petit peu globale, comment il combine entre premièrement ses connaissances et ses bases théoriques, ses connaissances et ses bases théoriques en disant que le logiciel utilise de la méthode des éléments finis. Donc avant de commencer ce logiciel, je dois déjà comprendre c'est quoi le principe de cette méthode, comment que ça se passe à l'intérieur, quelles sont les limites, euh, qu'est-ce que je dois changer dès le début, qu'est-ce que je dois mettre comme hypothèse de calcul. Il s'intéresse au domaine au module de résistance des matériaux, c'est des notions c'est indispensable pour la modélisation. Certaines notions sur la mécanique des milieux contenus, certaines notions aussi sur la dynamique des structures, ainsi de suite. Donc tout ça, moi je juge que c'est qui est très très important avant de passer au logiciel, avant de rentrer à l'intérieur du logiciel, de moi maîtriser le minimum de ces modules. Donc je répète, c'est le méthode éléments finis, résistance des matériaux, dynamique des structures, mécanique des milieux contenus. Il faut avoir aussi certaines notions sur la mécanique des sols. C'est très important pour au moins que la modélisation ne soit pas juste une commande, mais c'est une modélisation basée sur des notions théoriques. Donc l'objectif de ces séries que je vais développer, c'est d'essayer un petit peu de donner une façon différente de la modélisation. Comment? C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement utiliser la commande, mais utiliser la commande et savoir la valeur introduite dans la commande, elle vient d'où? De quelle norme? Comment elle est calculée? Par rapport à quoi? Quand est-ce qu'on l'utilise? Quelles sont les limites? Quelles sont les valeurs valables? C'est ça le plus important, c'est de faire en quelque sorte un lien entre la formation, la commande, la valeur, la commande et la norme utilisée et où on peut l'appliquer, dans quel type de structure, dans quel cas de conditions, quel cas de figure on peut l'utiliser. Donc c'est ça l'objectif. Je vais essayer un petit peu comme mon premier enregistrement de vous montrer la première commande, c'est ce qu'on appelle préférence de la tâche. Et vous allez voir que sur le logiciel, je ne vais pas utiliser cette logique de fichier édition, affichage jusqu'à cette structure, plutôt jusqu'à outils, mais chaque fois je prends une commande d'une barre de titre. Ok, donc le plus important, je commence par cette histoire de préférence de la tâche. Il l'appelle préférence de la tâche, mais ça ne veut pas dire que c'est une tâche à faire. Mais l'objectif de cette commande, c'est de figer ou de fixer les paramètres par défaut du logiciel. À titre d'exemple, les caractéristiques du matériau, je vais utiliser quel béton, du béton 25, résistance à la compression 30, 35, 40, des caractéristiques de l'AC, de E24, E36, les paramètres de l'analyse sismique, les dimensions, les unités, par exemple pour les surfaces en charpente métallique, moi je vais travailler avec le millimètre, je préfère que l'enregistrement ça sera le millimètre et les sections seront données en millimètres, les unités des forces introduites c'est en décanewton.
et autres. Pour le béton, par exemple, je préfère que les longueurs et les dimensions des éléments soient en mètres, les dimensions des sections soient en centimètres. Aussi, à partir de cette commande préférence de la tâche, je peux dès le début fixer les paramètres de l'analyse, des méthodes d'analyse et des règlements utilisés. Disons que pour les pondérations, par exemple, moi je vais utiliser du BAL, mais pas de l'orocode, les combinaisons automatiques. Pour l'analyse sismique, moi je vais utiliser l'RPA 99 version 2003 en Algérie. Comme je peux utiliser de l'Eurocode, comme je peux utiliser PS82, slash, je peux utiliser pas mal de règlements. Tout ça, je peux le fixer déjà dès le début. Aussi les paramètres dans l'analyse, les paramètres du maillage par exemple, est-ce que je vais travailler avec des éléments surfaciques de grande surface, d'une géométrie un petit peu complexe, donc je dois avoir un maillage qui est un petit peu plus dense. Tout ça, je peux le fixer dès le début dans la commande, ce qu'on appelle préférence de la tâche. Donc, d'où je peux accéder à cette commande, je viens à, je viens à outils comme ça et je vais à préférence de la tâche. La méthode travail sur le logiciel, vous allez remarquer par la suite, c'est quoi? C'est que à chaque fois que je clique sur une commande, le logiciel m'affiche une toute petite fenêtre où je dois introduire des données. Et à chaque fois, je les valide par la commande OK. Donc là, je trouve toute une liste pour les préférences de la tâche. Je commence par la première, unité et format. Je rentre sur le plus, il me donne d'autres sous-commandes quoi. Je rentre vers dimension par exemple. Il l'appelle exactement par défaut. Je peux créer une préférence dans la tâche propre à moi. Moi, je laisse le nom défaut par défaut, c'est pas un problème. Je commence par les dimensions de la structure. Donc, les dimensions, c'est moi, je préfère quand je dis une poutre qui fait 30, donc 30 ça veut dire 30 mètres. Et là, c'est quand je dis 0,21, c'est la précision après le chiffre. Est-ce que je donne 2, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres et tout. Dimension de la section, donc si on a une poutre qui fait 30 par 50, donc quand j'introduis 30 par 50, ça veut dire 30 par 50 cm automatiquement par défaut. Je peux avoir d'autres unités valables pour caractéristiques de la section. Donc tout ça, c'est toute cette partie concerne les commandes à utiliser. Les forces aussi, est-ce que moi j'introduis mes forces en kilonewton, en méganewton, en décanewton, en kilogrammes et tout. Est-ce que les moments quand j'aurai des résultats, est-ce que j'aurai des moments en kilonewton mètre ou je peux changer par là? Par exemple, je veux avoir des résultats en méganewton mètre. Donc moi j'aurai un moment qui sera toujours en méganewton fois mètre pour des raisons soit de calcul, soit d'unité, soit ça évite c'est pour éviter par la suite pour des calculs manuels ou autres de convertir la valeur, mais l'avoir directement à l'unité volue. Donc la contrainte méganewton par mètre, je peux avoir une contrainte par kilonewton par mètre carré, donc 6 kilopascal. Autre, je peux avoir aussi d'autres paramètres, je change les unités, les déplacements, les résultats, les rotations, la température et le poids, la masse et tout. La édition des unités, si je veux changer l'unité de force. Les matériaux, par exemple, quels sont les matériaux utilisés par défaut des débuts. Moi, je vais travailler si je suis dans la charpente métallique, donc je fixe un CO28. Pour le béton, je vais travailler avec un béton d'une résistance de 30. L'aluminium, j'ai deux caractéristiques aussi. Le bois aussi, si j'ai des structures en bois, je peux choisir la classe du matériau. Les catalogues là, vous avez tous les catalogues à utiliser déjà dans le logiciel. Je peux ajouter par là un catalogue, là où j'ai toute une liste pour les profiler. Ça c'est pour les profils les simples et autres. Donc je rentre dans charge par convoi. Charge par convoi là nous avons le CPC, c'est comme le FASUQ 62-5 et comme ce qu'on appelle maintenant en Algérie, notre règlement algérien, c'est le RCPR. Je peux venir par là créer c'est-à-dire un nouveau catalogue pour les charges lentes, dont je l'appelle au nom que je veux, le nom, la description et tout. Et par la suite, il sera enregistré automatiquement au niveau de, au niveau de ma base de données que je l'appelle RCPR pour le créer par la suite. Le nom, je l'appelle aussi RCPR 2008 par exemple. Ça, il n'existe pas à l'intérieur du logiciel, mais je vais le créer. Description, règlement algérien. Algérien, Algérie, je rappelle. Et l'unité de longueur, donc c'est généralement dans le règlement algérien, le RCPR pour les charges roulantes, l'unité de longueur c'est le mètre. L'unité de force, les charges roulantes, ils sont introduites en kilonewton. Créé,
et le catalogue portant son nom existe déjà, c'est-à-dire que moi je l'ai déjà créé avant, donc il est à l'intérieur du logiciel. Je peux ajouter par là un catalogue déjà qui existe, je prends l'Eurocode, je mets ajouter. Donc autrefois quand je vais à la charge, quand je vais aux charges roulantes, aux charges appliquées sur le circuit, je peux trouver l'Eurocode numéro 1 sur ma liste, charge et règlement aussi, les sols, les boulons et tout. Je peux changer aussi sur les paramètres au niveau de normes de conception pour les charges. Pour les pondérations, pondération c'est pour les combinaisons de charges. Est-ce que quand je rentre à l'intérieur du logiciel, les combinaisons affichées par défaut, est-ce que celles de CM66 ou autre? Moi je préfère, je prends le BAL. Charge Nagivant aussi, nous avons tous les règlements disponibles au niveau du logiciel. Dans le code par exemple, on peut l'utiliser. On va revenir sur la remarque qu'il a affiché le logiciel. Les chargements sismiques, je vais utiliser quel chargement sismique? L'RP 99, le PS92, l'Eurocode, le RP 99 version 2003. Donc pour nous, on utilise l'RP 99 version 2003 uniquement pour le bâtiment. Mais pour l'ouvrage d'art, le logiciel n'a pas encore intégré notre règlement RPOA, mais on verra par la suite faire une analyse sismique en se basant sur les paramètres de. Je descends à une autre commande, maillage par exemple. Donc maillage, là vous avez option du maillage cohérent, ajustement itératif du maillage, contrainte ajustement itératif du maillage. Parfois ça concerne beaucoup plus ça concerne beaucoup plus de la connexion entre les différents éléments. Donc si nous avons un panneau qui développe un maillage de dimension 50 par 50 cm et un autre qui développe 40 par 40, donc là il y aura des problèmes au niveau de la connexion entre les deux panneaux. Donc le logiciel va ajuster automatiquement tout ça. Le type de maillage par défaut, je peux mettre normal, fin utilisateur. Moi, je préfère normal et après, on va voir comment déjà faire un maillage, c'est-à-dire faire un maillage par la commande utilisateur, c'est-à-dire c'est à moi de créer les paramètres du maillage. À la fin d'introduction de tous ces paramètres, il faut toujours au niveau du logiciel valider par la commande OK. Donc comme j'ai dit, c'est qu'à chaque fois vous avez l'accès à une commande et le logiciel va afficher automatiquement une petite fenêtre où il faut introduire des données. Donc je valide. Et là, si je prends un exemple pour une barre comme ça, je prends un exemple d'une barre, chose qu'on n'a pas encore vue, on verra par la suite. Poutre en béton armé par exemple, je change par là la section. Je me retrouve automatiquement avec type de profil et poutre en béton plutôt. Le matériau il est béton 30 par défaut. Alors que le logiciel il peut me donner d'autres. Pourquoi il est 30? Parce que j'ai déjà fixé dans les, dans les préférences de la tâche un béton 30 par défaut. Les dimensions, si vous voyez ici, c'est en centimètres. Pourquoi? Parce que j'ai demandé qu'ils soient en centimètres. Si je pars vers les charges, c'est un peu avancé, mais on verra ça après. Donc il faut créer ce qu'on appelle les cas de charge. Si je vais à chargement définir charge, je vais voir que c'est les forces sur une barre, donc c'est kilonewton par mètre. Si je vais par exemple avoir le moment si vous avez remarqué, dans les préférences de l'affaire, j'ai demandé à ce que tous les moments soient en méganewton fois mètre par mètre. Pourquoi il dit par mètre? Pourquoi? Parce que cette charge, c'est le type moment appliqué sur une barre par mètre linéaire. Donc, je pense que c'est tout ça, ce qu'on appelle les préférences de la tâche. Et on trouve à droite une petite indication sur les unités utilisées pour la modélisation. Donc mètre, ça veut dire c'est les dimensions de la section, kilomètre c'est une unité de force, et degré c'est l'étude d'angle ou de rotation, ainsi de suite. Donc ce sera tout, je pense, pour cette commande outil préférence de la tâche. Il y a aussi une autre commande préférence. Préférence, c'est en quelque sorte pour gérer l'affichage ou l'affichage, c'est-à-dire la couleur de l'écran et tout. Ça, c'est ça maintenant, chacun comment il veut que son écran soit affiché. Moi, je préfère cette couleur en gris. Donc je pense que c'est tout ce qui concerne la commande préférence de la tâche qui, comme je répète, elle fixe déjà dès le début tous mes paramètres de calcul ou tous mes paramètres de dimensionnement